Bonjour à tous, bienvenue sur French Family Transitions, le podcast des familles françaises en Angleterre. Avec Victoria Plisson, avocat en droit de la famille, et Chloé O, coach de divorce pour expats. Dans nos épisodes mensuels, nous partageons des informations légales et des conseils pratiques pour aider les familles françaises en Angleterre à mieux gérer leur transition familiale. Bonjour Chloé. Bonjour Victoria, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Écoute, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est quand même très important pour nos auditeurs. C'est comment préparer son couple pour l'expatriation. Oui. Donc, dans notre podcast, on parle souvent de ce qui se passe quand ça commence à ne pas aller bien, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en amont pour éviter les problèmes plus tard. Oui. Et c'est vrai que quand on part en expatriation, c'est vraiment un projet familial et c'est quelque chose qu'il faut justement gérer en l'occurrence, surtout quand tu as un des deux conjoints qui est le conjoint suiveur et qui potentiellement va gagner moins d'argent ou va même ne pas travailler. Oui. Ça rééquilibre le couple et ça peut créer des complications plus tard. Et donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut préparer son couple pour ce genre d'expérience et s'assurer que ça se passe le mieux possible et que ce soit vraiment une aventure pour toute la famille. Donc moi, j'aimerais beaucoup entendre ton opinion sur le côté légal et qu'est-ce que les gens peuvent faire. Sur le côté humain ou relationnel, je dirais, je pense que ce qui est important, c'est que ça reste un projet commun. Oui. Et donc, le couple continue à se parler, mettre en place même des checkpoints réguliers, je sais pas, tous les 6 mois ou au début tous les 2 mois, pour voir comment ça se passe pour l'un pour l'autre, se mettre d'accord sur quand est-ce qu'ils vont décider si ça marche ou pas, s'ils vont rentrer en France ou aller ailleurs, et s'assurer que les deux ont une voix dans cette décision, parce que c'est des décisions importantes qui impactent tout le monde. Et justement, ça, c'est une des choses qu'on peut faire pour éviter aussi que justement le couple se dissolve et devienne commence à avoir des problèmes. Oui, exactement. D'un point de vue juridique, en fait, il y a plusieurs volets. Déjà, il y a la question du régime matrimonial, puisque l'expatriation peut l'impacter dans certains cas. D'accord. Donc, évidemment, je conseille au couple d'aller se renseigner auprès d'un avocat en France et dans leur pays d'expatriation. Ouais. Notamment s'ils ont un contrat de mariage français. Les contrats de mariage français sont pas forcément appliqués à l'étranger. Ouais. C'est le cas, on le connaît bien, c'est le cas en Angleterre, par exemple, où il peut être pris en compte par le juge, mais il n'y a pas d'obligation pour le juge de l'appliquer. Ouais. Donc, je leur conseille d'aller voir un avocat pour aller voir si leur contrat de mariage sera effectif, en fait, dans le pays d'expatriation. Et si jamais il y a un risque qu'il ne le soit pas, l'avocat peut proposer des options au couple et par exemple faire un contrat local donc dans le pays d'expatriation qui respecterait en fait les formalités, les règles de fond du pays d'expatriation. Par exemple, en Angleterre, il y a des règles qui existent qui n'existent pas en France. Il faut conclure le prenuptial agreement 28 jours avant le mariage. Bon, dans ce cas-là, si c'est un couple déjà marié, il fera un post-nuptial agreement, mais il faut chacun qui fasse une financial disclosure, donc une divulgation financière. Il faut qu'ils aient chacun un avocat qui les accompagne pour créer ce contrat. Donc, ce sont des conditions importantes à respecter. Et c'est une manière, de s'assurer que que les finances du couple seront protégées comme ils en avaient l'intention dans leur contrat de mariage dans le pays d'expatriation. Oui, c'est important. Et encore une fois, on en revient à l'importance de parler à des spécialistes qui vont pouvoir vous conseiller. Et des fois, l'économie de 1 heure ou 2 avec un avocat vaut pas le prix qu'on risque de payer si on se protège pas. Oui, et puis il y a beaucoup de Français qui viennent nous voir en Angleterre et qui sont très surpris que leur contrat de mariage français ne soit pas applicable. Ouais, je vois ça aussi. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Et si jamais ils s'étaient renseignés avant de s'expatrier, c'est peut-être une information qu'ils auraient pu acquérir à ce moment-là. Oui. Et puis alors, il faut aussi se protéger du risque qu'il y ait un des deux qui décède pendant qu'on est en expatriation. Oui, c'est ça. Alors, en principe, si en cas de décès, la loi qui va s'appliquer à la succession, c'est la loi du dernier domicile du défunt au moment du décès. Donc, si jamais un couple a une résidence stable dans leur pays d'expatriation, qu'il y en a un des deux qui meurt, à ce moment-là, ce sera la loi du pays d'expatriation qui va s'appliquer à la succession. Oh. Et parfois, on a des lois très différentes. En France, on a la réserve héréditaire, on a des choses pour protéger les enfants, alors que ça n'existe pas dans d'autres pays. Comme aux États-Unis, par exemple. Exactement, voilà. Donc, il est possible, en fait, d'anticiper ça dans un testament. On peut très bien, dans un testament, choisir que sa loi nationale sera applicable en cas de décès. Donc, on peut choisir de dire que la loi française sera applicable, même si on décède à l'étranger. Donc, il faut mettre à jour son testament avant de partir. Exactement. Ou si vous n'en avez pas, en créez un. D'accord. Ouais. Ensuite, il y a la question du PACS. Si jamais le couple qui s'expatrie est un couple qui a un PACS français, il faut se renseigner sur l'impact du PACS et les conséquences du PACS dans le pays d'expatriation. Par exemple, en Angleterre, un PACS, ça va être assimilé à un civil partnership. Et en cas de séparation, les partenaires civils auront les mêmes droits que des personnes qui sont mariées. Et oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire un podcast spécifique sur ce sujet-là. Mais c'est quelque chose à prendre en compte parce que c'est pas
forcément en fait les lois et le régime matrimonial qu'on a choisi dans un pays qui va s'appliquer dans l'autre pays. Oui, c'est ça. Puis il y a le dernier volet, c'est celui des enfants. Ah oui. Donc si jamais le couple s'expatrie dans un pays, il établit sa résidence de manière stable, ce pays va devenir la résidence habituelle des enfants. Ça veut dire que les époux ne peuvent pas emmener l'enfant en dehors du territoire, même si c'est pour rentrer en France, sans l'accord de l'autre parent. Il faut vraiment l'accord des deux parents s'ils ont la responsabilité parentale. Et c'est amener l'enfant en France en vacances ou pour un retour définitif. Où il faudra l'accord des deux. Oui, alors ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi, parce que du coup, si on se dit, je vais essayer pendant 2-3 ans, et puis si ça va pas, je rentrerai en France avec les enfants, à ce stade-là, il faudra l'accord de l'autre. Oui, même si on s'est mis d'accord au tout début que c'est comme ça qu'on ferait, il faudra avoir leur accord au moment de la décision de rentrer. Oui. Donc ça, c'est quelque chose que les gens doivent vraiment prendre en compte. S'ils ne veulent pas rester, ce qu'on appelle un peu coincés finalement, dans le pays d'expatriation, parce que leurs enfants sont là et que finalement, ils veulent être avec leurs enfants, faut bien s'assurer qu'ils soient au courant de ce genre de règles. Oui. Y a la Convention de l'Haye qui rentre en ligne de compte aussi là-dessus. Oui, exactement. En fait, vous pouvez vous renseigner au moment de partir en expatriation, savoir si le pays d'expatriation est membre de la Convention de l'Haye sur les enlèvements internationaux d'enfants. Comme ça, si jamais il y a un enlèvement qui arrive, ce sera beaucoup plus facile en fait quand la France en est membre. Et si le pays d'expatriation en est membre, en fait, ça rendra le retour de l'enfant beaucoup plus facile. Ouais. Bon, donc ce qu'on voit en fait, c'est souvent ce qu'on observe quand on parle de questions transjuridictionnelles. On se retrouve avec la même question, la même importance de parler à des spécialistes et d'essayer d'anticiper les choses en amont, en déjà se parlant entre soi, en tant que couple, et avoir un plan pour comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on fait si ça se passe mal, mais aussi parler à des professionnels pour s'assurer qu'on est protégé légalement au cas où il y a un problème une fois sur place. Oui, et aussi penser à l'impact financier sur le conjoint suiveur. En fait, souvent, quand il y a une expatriation, ça va être un époux qui va suivre l'autre qui, par exemple, a été muté à l'étranger et dans le pays d'expatriation, le conjoint suiveur ne pourra pas forcément exercer sa profession ou n'arrivera pas à retrouver un travail et donc sera dépendant financièrement de son conjoint, ce qui peut créer des problèmes, notamment en cas de séparation. Absolument. Merci beaucoup, Victoria. Merci, Chloé. Nous espérons que ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à nous contacter directement. Nos coordonnées sont dans la description de l'épisode. Retrouvez-nous pour un prochain épisode sur la séparation financière des couples non mariés.